Bien le bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à la dimension 3 pour les vecteurs. C'est un chapitre qui est franchement compliqué quand vous arrivez et qu'on vous donne toutes ces notions. Donc je vais tenter d'être le plus simpliste possible et de vous faire comprendre qu'est-ce que vous avez à apprendre dans ce chapitre. Donc par rapport à la dimension 2, qu'est-ce qui ne change pas? Bah par exemple pour aller de A vers B, le vecteur AB sera toujours 4 moins 1. Donc 4 moins 1 ici, 5 moins 2 et 6 moins 3. Ça ne change pas, on est en dimension 3, peu importe, on a toujours des coordonnées qui, euh, qui font une différence des deux et qui justement vous donnent une distance entre A et B. On peut toujours utiliser le produit scalaire. Je vais ensuite parler des angles orientés et non orientés. Mais justement, dans ce cas-là, vu que le cosinus de x est égal au cosinus de moins x, euh, cette propriété est toujours vraie et on peut toujours utiliser le produit scalaire. Et pareil pour la base orthonormée. Donc, imaginons qu'on a une base orthonormée x, y, z. On peut toujours utiliser u scalaire v avec u de coordonnées x, y, z et v de coordonnées x', y', z'. Et le produit scalaire vous donnera toujours ça. Du fait justement que le cosinus sera égal à 1. Donc, si le produit scalaire est nul, u et v sont orthogonaux, c'est normal. Si vous avez deux vecteurs comme ça, on va les appeler E1 et E2. Valeur remarquable du cercle trigonométrique, pi sur 2. Cosinus de pi sur 2 est égal à 0. Donc c'est pour ça que on a le droit de dire que le produit scalaire est nul si u et v sont orthogonaux. À présent pour les bases. Donc voilà, c'est ça la dimension 3. Normalement, si je devais faire un truc un petit peu plus normal, entre guillemets, j'aurais dû faire une base dans ce sens, avec E1, E2, et justement E3 qui pointe vers nous. Ou justement, inversement, qui pointe vers le PC. Euh, Justement, un des problèmes avec la dimension 3, c'est que on ne sait pas a priori dans quel sens se trouvera l'angle. Il peut être dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens, etc. etc. Enfin, vous voyez où je veux en venir. Il y a plusieurs façons de d'avoir un angle en dimension 3. Donc euh, la notion d'angle orienté n'a n'a pas de grande valeur dans la dimension 3. À part évidemment si vous faites SI. Et justement à SI, on oriente les angles de façon à ce qu'on se ramène à quelque chose de plus simple. C'est-à-dire on fait en sorte que là, notre, notre angle θ soit dans ce sens. Et justement, on fait des projections de base grâce à ça. Donc, euh, donc oui, la base, on peut toujours la noter avec le repère et les vecteurs qui lui sont associés. Donc toujours le repère et les vecteurs qui lui sont associés. Et à présent, on va parler de quelque chose de nouveau, le produit vectoriel. Alors, j'imagine que vous êtes en train de regarder ce truc et vous dites, c'est quoi ce bordel? Calmez-vous, il y a une méthode simple pour retrouver ça. C'est ce qu'on appelle la méthode du poisson. Ce qu'on fait justement, c'est ça fois ça moins
ça fois ça. Et on descend crescendo à chaque fois pour justement retrouver chacun des trucs. Donc si je refais la méthode du poisson avec la deuxième coordonnée, ça serait z fois x' moins x fois z'. Et du coup j'ai bien écrit ça. Et dernière ligne, x fois y' moins y fois x'. Et je trouve bien ce que j'ai à droite dans mon produit vectoriel. Et il y a aussi une autre méthode que j'appelle la méthode du droite-gauche, qui permet justement de savoir quel signe, enfin pas quel signe, mais de faire un produit vectoriel entre guillemets plus rapidement. Parce que imaginons que vous faites ce produit vectoriel de x 0 0 vectoriel z avec des zéros justement. Euh, on va pas s'amuser à refaire cette formule avec la méthode du poisson. On va directement faire x vectoriel z et basta. Donc comment on fait pour x vectoriel z? Euh, on part de x, celui-là ou celui-là. A priori ce sera celui-là, parce que justement il est collé au z. Vous faites x vectoriel z, vous êtes dans ce sens, ça sera un moins. Et justement je saurai aussi que ça sera euh, cette coordonnée fois cette coordonnée en y, parce que justement ce que j'ai en sortie c'est y. Donc là je vais noter moins x z en coordonnées y. Ce qui est normal d'ailleurs parce que justement le produit vectoriel va vous permettre de vous donner une base, enfin pas une base mais le troisième vecteur d'une base. Supposons que vous avez deux vecteurs dans le plan, euh, vous cherchez le troisième vecteur qui pourrait former une base orthonormée ou non orthonormée, peu importe. Parce qu'on peut très bien avoir des vecteurs dans le plan comme ça et ça marche quand même. Supposons qu'on est dans cette situation. Si je fais le produit vectoriel de l'un par l'autre, j'aurai justement un, un vecteur qui est orienté vers moi. Donc par rapport au plan. À présent, oui, petite remarque qui justement va vous faire comprendre pourquoi on dit scalaire et vectoriel. Ce qu'on a en sortie d'un produit scalaire, c'est toujours un scalaire. C'est un nombre réel, vous l'avez en sortie, vous êtes content. Et pareil pour le produit vectoriel, ce que vous avez en sortie d'un produit vectoriel, c'est un vecteur. Donc si le produit vectoriel, lui, est nul, vous aurez u vectoriel v est égal au vecteur nul. Euh, et du coup, avec le produit scalaire, u scalaire v, vous aurez 0. Voilà le seul truc à retenir par rapport à si c'est un scalaire ou un vecteur. Vous avez d'une part le scalaire et d'autre part le vecteur. Faites attention à ne pas mettre sur votre copie u vectoriel v est égal à 0. Je pense que le prof va bien se foutre de votre gueule. Bien. Ensuite, les propriétés par rapport au produit vectoriel. Donc le produit vectoriel est antisymétrique. Donc qu'est-ce que ça veut dire antisymétrique? Ça veut dire que si vous faites u vectoriel v, eh bien ce sera l'opposé de v vectoriel u. Donc du coup u vectoriel v est égal à moins v vectoriel u. Le produit vectoriel permet de trouver un vecteur orthogonal aux deux autres. Donc oui, supposons que j'ai une base u v. Le troisième vecteur qui sera là, que je vais peut-être noter w, peu importe, ça sera u vectoriel v. Voilà. Et encore, hein, vous pouvez changer en mettant un autre scalaire. Hein. Vous pouvez mettre
euh, lambda devant votre vecteur, et ça sera toujours une base. Orthonormé, je pense pas, mais ça sera une base. Et oui, si u vectoriel v est égal au vecteur nul, ça veut dire que u et v sont collinaires. Parce que justement, si vous avez deux vecteurs différents qui justement sont dans le même sens, le seul vecteur qui est capable d'être collinaire aux deux, c'est le vecteur nul. Parce que je saurais pas trop comment l'expliquer, mais vous avez eu, vous avez vraiment une multitude de vecteurs qui peuvent être orthogonaux au vecteur justement qui est collinaire. Donc on met directement le vecteur nul par défaut. À présent, on va passer au produit mixte. Alors ça, j'ai un doute que vous l'ayez au programme de MathsP, mais je le mets quand même. Donc le produit mixte, c'est quoi? C'est le déterminant de trois vecteurs. Donc c'est aussi produit mixte, donc un produit vectoriel et un produit scalaire. Ce produit vectoriel scalaire W est égal à ce gros truc qui, je pense, va encore vous effrayer, peut-être plus que le produit vectoriel, mais en réalité, c'est pas si compliqué que ça. Vous prenez la coordonnée en x prime prime, donc ce qui est en haut à droite de votre truc. Vous faites en sorte de prendre ce qu'il y a à l'opposé, enfin ce qu'il y a en diagonale par rapport au x prime prime, et vous faites la même chose avec tous les vecteurs, avec la méthode du poisson à nouveau. Donc là j'ai x prime prime fois ça, fois la barre ça, y prime prime fois z z prime x x prime dans la barre, et z prime prime fois la barre x x prime y y prime. Ce que j'ai noté du coup en bas. Donc voilà, c'est c'est un peu compliqué au début, mais à force on s'y habitue. Il suffit juste de vous dire, oh celui-là il passe ici et celui-là il passe là. Genre c'est une sorte d'échelle si vous voulez. Et j'aimerais aussi parler d'une petite propriété, mais je pense qui est assez intuitive. Euh, Lorsque vous faites U, dans une base orthonormée, je pense principalement, U, U scalaire, scalaire I, le tout dans la base I, vous aurez la coordonnée X de votre vecteur. Donc ça c'est comme si vous avez X suivant I. Là pareil, c'est comme si vous avez Y suivant J. Et là pareil, c'est comme si vous avez Z suivant K. Voilà pour le produit mixte et pour la propriété que je pense qui peut être un petit peu intéressante. À présent, on va s'occuper de quelque chose que je vous avais déjà vu, mais qui s'est compliqué entre temps. Donc je vais montrer vite fait. Là c'est l'équation cartésienne d'une droite. Et en dessous, vous avez la représentation paramétrique de cette droite. Donc, ce qu'il vous faut, c'est, d'ailleurs, je devrais peut-être mettre M ici. Euh, Si vous avez AM scalaire N1 est égal à 0, c'est-à-dire que AM et N1 sont orthogonaux. Ce qui est le cas sur notre figure. Et pareil pour AM et N2.
Donc voilà ce que vous avez pour votre euh, équation cartésienne. Et à présent, pour la représentation paramétrique, vous prenez un point euh, de votre droite, donc justement le point A en l'occurrence, et vous prenez un vecteur directeur de cette droite, et vous le multipliez par un scalaire t, qui justement peut être n'importe quel nombre en vrai. C'est En fait, peu importe le nombre que vous mettrez, vous serez toujours sur la droite euh, grâce à la relation de la représentation paramétrique. Donc voilà pour ce qui est de l'équation d'une droite. On va passer au plan et j'espère que vous êtes réveillés parce que ensuite on va faire la sphère aussi. Donc voilà, c'est beaucoup de blabla, c'est pas si dur que ça. Donc euh, équation cartésienne ici. Je vais peut-être mettre EC et représentation paramétrique. Voilà. Donc n est un vecteur normal au plan. Donc c'est quoi un vecteur normal? C'est un vecteur qui justement est perpendiculaire au plan. Donc supposons que j'ai une feuille, vous mettez un stylo perpendiculairement à votre feuille, c'est mon vecteur justement n. C'est un exemple bête, mais c'est pour justement vous faire visualiser ce que j'ai dessiné ici. Et ici vous avez deux vecteurs directeurs du plan, donc justement qui permettent de créer le plan. Vous pouvez avoir n'importe quel vecteur du moment que ces deux vecteurs sont... euh, comment expliquer ça? Euh, sont dans le plan et qui ne sont pas collinaires l'un avec l'autre. Parce que sinon mon vecteur normal ça serait le vecteur nul et ça me dérangerait fortement. Et du coup ça sera pas un plan mais ce sera plutôt une droite. Donc voilà, vous faites, euh, vous faites le vecteur AM, donc deux points qui appartiennent au plan euh, scalaire n, pour vérifier justement l'orthogonalité des deux vecteurs. Et vous avez aussi cette équation. Bon, je pense pas que je vais la détailler, mais en gros, c'est pour dire que si vous avez, si vous avez un vecteur x, un vecteur y et un vecteur z, euh, pour qu'ils appartiennent au plan, ils doivent vérifier cette équation égale 0. Voilà. Euh, à présent, la représentation paramétrique. Alors, si on regarde par rapport à la représentation paramétrique d'une droite, il y a juste une coordonnée qui s'est rajoutée, qui justement est le deuxième vecteur, le vecteur U. Et voilà, hein, c'est suffit. Et oui, d'ailleurs les scalaires justement sont différents cette fois. Faut faire attention à ça. Parce que si je multiplie par, par un nombre, par le même nombre pour les deux, ça sera faisable. Mais on rappelle qu'on est dans le plan, donc si j'avais le même scalaire, ça serait plutôt une droite. Enfin, une semi-droite. Parce que justement, là c'est si j'avais le même scalaire, j'aurais quelque chose comme ça. Par contre, si j'ai deux scalaires différents, ça veut dire que je peux prendre une plus grande surface. C'est ça que je veux dire. Bien. À présent, la sphère. Vous allez me dire, c'est quoi ce bordel? C'est quoi cette première équation? On se calme. On se calme. C'est la forme canonique d'une équation, euh, enfin d'une équation cartésienne d'une sphère. Généralement, vous la croiserez pas, je pense. Celle que vous croiserez, c'est celle-ci. Euh, c'est euh, c'est une représentation qui est similaire à celle d'un cercle,
parce que justement dans le cercle vous avez x moins x oméga, le tout au carré, plus y moins y oméga, le tout au carré est égal à R2, enfin R carré. Et bien c'est la même chose, sauf qu'on rajoute la coordonnée en z. J'espère avoir été clair par rapport à tout ce qui est troisième dimension. C'est un chapitre plutôt important parce que si vous voulez, la dimension 2 et la dimension 3, vous pouvez encore la représenter. Mais si vous allez au-delà, c'est-à-dire dimension n, euh, vous ne pouvez plus représenter. Donc ça commence à être compliqué et il faut commencer à, euh, bah, je dirais pas apprendre par cœur, mais comprendre par cœur, on va dire ça comme ça. Bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. Je, je pense être assez calé là-dedans. Et voilà. Ah oui, aussi, la notion de projeté orthogonal que j'ai pas explicité dans une de mes vidéos, qui était justement sur la dimension 2. C'est juste cette notion-là. Imaginons qu'on a un vecteur. Ouais, bon. Tac. Imaginons que là j'ai un point A, j'ai un point B, j'ai un point C. Je veux faire AC scalaire AB. Sauf que le problème, c'est que AB, enfin AB, le vecteur, a priori je le connais pas. Donc ce qu'on fait justement, c'est qu'on fait un projeté orthogonal avec un point H qui justement vérifie cette propriété. Le fait que BH soit orthogonal à AC. Donc BH, BH AC est égal à 0. Et pas vecteur 0 comme je vous l'ai dit. Donc à partir de ça, je peux faire un produit euh, scalaire. Parce que généralement on vous donne pas l'angle aussi je crois. Ouais je crois que c'est ça justement le problème. On vous donne pas l'angle. Donc du coup il faut que vous débrouillez avec un projeté orthogonal. Du coup vous avez AB scalaire AC est égal à AH scalaire AC. Et ça justement c'est juste AH fois AC. Car justement vous avez des droites collinaires. Enfin des vecteurs collinaires, qu'est-ce que je raconte. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, dites-moi en commentaire si il y a des choses à améliorer. Et on se retrouve pour le prochain chapitre qui, je pense, sera sur le logarithme népérien. A plus.